Salut à tous, aujourd'hui plein feu sur un film que j'attendais impatiemment. Il s'agit de Premier Contact, le nouveau film du très complexe Denis Villeneuve. Ah, Denis Villeneuve. En voilà un réalisateur qui aime faire des films relativement profonds et complexes, un peu à la manière de Christopher Nolan en fait. Et ce Premier Contact ne fait d'ailleurs pas exception à la règle, puisque c'est un film assez ésotérique. L'aspect qui est selon moi le plus intéressant du film est la manière dont est abordé le registre. Dans ce cas précis, on parle évidemment de science-fiction, mais pas de n'importe quel SF, puisque la façon dont est développé l'univers est sans nul doute la plus intelligente qui soit, car non seulement le film est pourvu d'une bonne dose de réflexion en abordant des thématiques intéressantes, mais en plus de ça, l'intrigue du film est relativement floue, ce qui permet au spectateur de découvrir l'inconnu de la même façon que les personnages. Je vous rassure tout de suite, je vais tout d'abord vous parler du film sans vous spoiler, et ensuite je ferai une partie spoiler qui commencera d'ici, jusque là, dans laquelle j'exposerai la théorie sur la fin du film qui est selon moi la plus plausible. Mais je vous préviendrai juste avant d'en arriver là. Commençons par le scénario. Un jour comme un autre dans l'histoire de l'humanité, des vaisseaux venus d'un autre monde se posent un peu partout sur Terre. Louise, une linguiste expérimentée, est engagée par le gouvernement des États-Unis afin d'entrer en communication avec cette nouvelle espèce et de découvrir leurs intentions. Et le film est comme je me l'étais imaginé, un film de SF à la fois posé et stressant qui pose de réelles questions existentielles. Les deux thématiques principales évoquées dans ce film sont la communication et les rapports humains. Je vais commencer par le thème le plus dominant, l'étude du langage, car le film se concentre avant tout sur l'apprentissage d'un nouveau langage afin qu'il y ait une communication entre les deux espèces. C'est un peu comme apprendre à parler à un enfant, sauf que dans ce cas-ci, les enfants en question sont déjà très évolués. Le film aborde donc un ton très doux, presque poétique, et je vais maintenant en venir à la deuxième thématique tout aussi intéressante, les rapports entre êtres humains. Premier Contact est un film extrêmement humain, aussi bien dans la communication que dans les actes, car vu la situation, les gouvernements internationaux sont forcément sur le pied de guerre et la tension entre chaque nation vis-à-vis de ses nouveaux visiteurs est relativement élevée. Il est intéressant de constater que les humains n'apprennent pas seulement à communiquer avec une nouvelle espèce, mais ils apprennent également à communiquer entre eux afin d'éviter une guerre dont l'issue pourrait être fatale pour l'espèce la moins évoluée. Maintenant que j'ai fait le tour des thématiques, je vais vous parler des musiques et ensuite je passerai à la partie spoiler. L'ambiance qui règne au sein de ce film et en particulier à l'intérieur du vaisseau est une ambiance plutôt stressante, voire oppressante. Il est donc normal d'avoir une bande son adaptée aux environnements et à la situation. Et je dois dire que cet aspect du film a été subtilement géré par le compositeur, puisque toutes les scènes où nos personnages s'aventurent dans l'inconnu sont accompagnées d'une ambiance sonore qui fait vraiment froid dans le dos, un peu comme dans Under the Skin ou encore les derniers films de Nicolas Winding Refn, qui étaient pourvus de musique pouvant mettre mal à l'aise le spectateur. Et c'est à ces moments qu'on voit que Denis Villeneuve est un réalisateur extrêmement doué, puisque lorsque l'on découvre l'intérieur du vaisseau, Denis Villeneuve opère un parfait travelling, un peu vertigineux sur les bords d'ailleurs, et qui est suivi par cette fameuse sonorité qui procure un réel sentiment de peur et d'oppression chez le spectateur. Du grand art. Pour en terminer avec la musique, je dois avouer qu'utiliser un morceau tout droit sorti de la discographie de Max Richter en début et en fin de film donne un ton plutôt dramatique, ce qui permet de renforcer davantage le côté humain. Il est maintenant temps de passer à la partie spoiler. Si vous avez vu le film et que vous êtes en train de vous arracher le cerveau pour trouver une réponse, c'est tout à fait normal. Et je dois vous avouer que j'ai pas mal cogité aussi. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Votre calvaire est désormais terminé. Pour bien vous faire comprendre ce dénouement final, il est impératif que je m'attarde sur le personnage de Louise qui est ici joué par la sublime Amy Adams. Dans la scène d'intro, également dans la séquence finale du film, on peut voir Louise s'amuser avec une fillette. Il n'y a pas besoin d'être très intelligent pour rapidement comprendre qu'il s'agit de sa fille. On retrouve ensuite cette même fillette, qui pour rappel se prénomme Anna, cette fois-ci un peu plus âgée et apparemment en très mauvaise santé. Personnellement, vu son problème capillaire survendu à une chimio intensive, je pencherais pour une forme de cancer, probablement une leucémie. Ces images de Louise et de sa fille défilent tout au long du film, et logiquement la première chose à laquelle on pense c'est que ce sont des flashbacks des moments qu'elle a passés avec elle avant que la maladie ne l'emporte. Et en arrivant à la fin du film, on se retrouve totalement perdu puisqu'on constate que Louise n'a jamais eu d'enfant. Mais en plus de cette information qui nous plonge davantage dans le flou, on découvre lors d'une scène capitale avec les heptapodes que Louise a le don de voir l'avenir, et en l'occurrence ici son propre futur. Mais de quelle manière a-t-elle obtenu ce don? Et plus important encore, les images de sa fille mourante sont-elles des images du passé ou de l'avenir? Avant d'expliquer la théorie qui permet de répondre à ces questions, il faut que je parle d'une chose essentielle pour la compréhension de l'histoire. Attention à vous les frères Nolan, on n'est pas loin du voyage interstellaire. Lors d'un moment clé du film, il est dit une chose très importante, les heptapodes n'ont pas la même notion du temps que nous. Pour eux, le temps est non linéaire, c'est-à-dire que le passé, le présent et le futur ne font qu'un. Le temps agit sur eux de la même façon que le chaos aurait agi sur nous s'il y avait eu une forme d'existence au sein de ce chaos. Waouh! Je vous avais dit que les frères Nolan n'avaient qu'à bien se tenir.
Pour enfin apporter une réponse sur le pourquoi du comment Louise a obtenu ce don, eh bien en fait c'est lié à la thématique principale du film, puisqu'apparemment Louise développerait ce don de voyance en étudiant la langue des hectapodes. Cette théorie est par ailleurs calquée sur notre réalité, puisqu'au début du XXe siècle, un anthropologue américain nommé Edward Sapir met au point une hypothèse comme quoi il est possible de se représenter mentalement au travers de différentes réalités en utilisant ses capacités cognitives, et en particulier celles liées au langage. Cette hypothèse a d'ailleurs été défendue par son élève, le linguiste américain Benjamin Learworth, et elle est devenue réputée au fil des années, prenant ainsi le nom de ses deux auteurs, Sapir-Whorf. Et si vous vous demandez toujours pourquoi Louise a des visions de son propre avenir en début de film, donc bien avant que les hectapodes ne débarquent sur Terre, la réponse semble évidente, non? Comme je l'ai expliqué, la source du pouvoir de Louise vient du fait qu'en apprenant la langue des hectapodes, elle perçoit le temps de la même façon qu'eux. C'est-à-dire que le temps est dépourvu de linéarité pour elle aussi. Ses capacités sensorielles et cognitives sont si développées qu'elles détruisent les notions de passé, présent et futur, lui permettant ainsi d'utiliser son pouvoir avant même de l'avoir acquis. Je vais prendre l'exemple du deuxième opus de Retour vers le futur. Quand Marty revient dans le passé afin de dérober l'almanach de Biff, il se retrouve à un point du temps dans lequel il était déjà présent. Imaginez une seconde que le Marty du passé, donc celui qui est sur scène en train de jouer Johnny B. Goode, sait avec exactitude qu'il y a une autre version de lui dans le gymnase, une version plus avancée dans le temps, qui serait déjà revenue dans le présent, pour partir dans le futur et retourner ensuite dans le passé. Oui, je sais, c'est très complexe tout ça. Mais si Robert Zemeckis avait cassé la linéarité du temps dans ses Retours vers le futur, je pense que cette trilogie aurait été bien différente. Et pour en revenir à Premier Contact, grâce à toutes les informations que je viens de vous donner, toutes les questions du film ont désormais une réponse. Louise qui cite les derniers mots de la femme du général Chang avant qu'elle ne meure, l'aveu qu'elle confesse à Yann concernant le sort funeste de leur fille, le fait qu'elle devienne une linguiste reconnue en écrivant un livre sur l'étude du langage des hectapodes afin qu'elle puisse partager son pouvoir de génération en génération pour permettre à l'humanité d'aider les hectapodes à survivre dans les prochains millénaires. Bref, pour faire court, Louise est une femme omnisciente, elle peut désormais entrevoir son avenir à n'importe quel moment de sa vie. Mais je doute qu'elle soit aussi douée que le docteur Manhattan quand même. Enfin lui, il est omnipotent en plus d'être omniscient, donc Premier Contact est donc un film relativement intimiste, centré sur la communication et les rapports humains. Un peu à la manière du Contact de Robert Zemeckis, ou encore du Interstellar de Christopher Nolan pour le côté espace-temps. Le genre de film qui vous donne des saignements cérébrales dû à sa complexité scientifique et intellectuelle. J'aimerais conclure cette vidéo par une anecdote. Sachez que si le film est aussi chargé en humanité, c'est tout simplement parce qu'il est adapté d'une nouvelle publiée en 1998 et écrite par l'auteur Ted Chiang. La nouvelle en question a pour titre Story of Your Life, donc l'histoire de ta vie en français. Et vous constaterez tout de suite que ce titre fait ressortir davantage le côté humain que le côté science-fiction. C'est sûrement pour cette raison que le film a été retitré Arrival en version originale. Pour résumer, ce film est absolument génial. Il est à la fois doux, stressant, intelligent, et nous montre un côté très humain et intime de la science-fiction. On sent clairement que l'auteur a mis du cœur à construire cet univers, ce qui fait que le rendu final du film est totalement lyrique, je trouve. Presque comme si c'était un film d'auteur. Ce qui n'est pas le cas ici, puisque l'auteur de la nouvelle, le scénariste et le réalisateur du film sont trois personnes différentes. J'encourage donc les studios hollywoodiens à continuer de nous produire ce genre de long métrage. En attendant, n'oubliez pas que le cinéma se traite avec intellect et émotion, et avec ce film, ce genre de discours prend justement tout son sens. Ciao.